J'ai descendu l'Amazone à la nage, j'ai traversé l'Amazone à pied, et j'ai fait 27 tours du monde en voilier. Ça veut dire que j'ai vu la planète, j'étais privilégié de voir la planète comme très peu de gens ont vu la planète. Tu peux seulement avoir ce sentiment d'être 100% en vie quand tu sors de ta zone de confort un tout petit peu. Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Pour ce 100e épisode, je suis très honoré de pouvoir accueillir l'un des plus grands explorateurs de notre époque, Mike Horn. Pour beaucoup d'entre nous, Mike, c'est cet aventurier hors du commun avec lequel on a grandi. Je n'avais même pas 10 ans lorsqu'il a bouclé sa première grande expédition, la traversée en solitaire du continent sud-américain et la descente de l'Amazone. 20 ans plus tard, il continue de nous faire rêver et de nous montrer qu'avec une discipline de fer et une préparation millimétrée, l'impossible est possible. En 2019, il réalise avec Borghi Ousland la première traversée complète de l'océan Arctique par le pôle Nord. Dans cet échange, Mike nous parle de sa future expédition, What's Left, un projet de 4 ans autour du monde. Il nous rappelle également l'importance de sortir de sa zone de confort et d'apprendre à rebondir face aux difficultés de la vie. Un immense merci à Mike et à Annika pour avoir permis cette rencontre. Je vous souhaite une excellente écoute. Cet épisode est sponsorisé par Andonora. Andonora, c'est un super concept sportif innovant créé par Lilian Doza de l'épisode 49 qui a traversé l'Atlantique à la rame en 47 jours et Teddy Palassi des épisodes 31 et 81 qui est un ex-commando marine. La mission d'Andonora, c'est de rendre le sport en entreprise accessible à tout le monde de manière simple, ludique et ultra personnalisée. Si vous souhaitez par exemple vous lancer sur votre premier semi avec des collègues de travail, eh bien Andonora pourrait tout à fait vous créer des parcours spécifiques pour vous permettre de progresser ensemble directement au départ de vos bureaux. Vous savez quelle est la proportion de salariés qui pratiquent du sport en entreprise ? Moins de 1 sur 5. Ce qui est fou, c'est que 80% s'y mettraient si leur entreprise leur proposait des solutions comme Andonora. Et ce n'est pas vous que je vais essayer de convaincre, vous le savez, le sport, c'est la vie. Alors si vous pensez qu'Andonora pourrait intéresser votre entreprise, n'hésitez pas à en parler et à visiter leur site internet andonora.com, c'est endonora.com, andonora.com. Allez, écoute, je lance l'enregistrement tout de suite. Tu m'entends toujours correctement, Mike ? Loïc, 5 sur 5. Excellent. Écoute, bienvenue sur le podcast. Écoute, pour moi, c'est un plaisir de toujours parler, partager mes expériences avec les autres et puis à travers des podcasts. C'est sûr que c'est un moyen incroyable de s'évader un tout petit peu. Ouais, complètement d'accord avec toi. Et écoute, je voulais te remercier une nouvelle fois. Je l'ai dit plein de fois à Annika, mais je suis très content de te recevoir. Pour tout te dire, quand j'ai créé le podcast en 2020, je m'étais dit qu'un jour, tu vois, si j'arrivais à recevoir quelques invités, ce serait un succès. Et évidemment, tu étais dans la liste. Donc, merci beaucoup de te libérer. Je sais que tu es très occupé. Donc, on va faire en sorte que cette interview soit la plus efficace possible. Oui, super. On peut attaquer. Écoute, la première question que je voudrais te poser, c'est par rapport à l'épisode que j'ai fait avec Annika et Jessica en 2021. Et elles m'avaient parlé d'un voyage qui les avait marqués. C'était votre premier voyage ensemble au camp de base du K2. Et je voudrais savoir si tu pouvais, toi, nous en dire un petit peu plus sur comment est-ce que tu l'as vécu, ce premier voyage en famille après l'événement tragique du décès de Cathy. Et qu'est-ce que vous en avez retiré en tant que famille ? C'est vrai qu'on était, la famille Horn est pas une
famille ordinaire, ni extraordinaire non plus. Mais on fait des choses qui est vraiment un peu, ça colle à notre image et ça colle à notre façon de vivre. Et puis, comme Annika et Jessica voulaient toujours aller à Disneyland, j'ai décidé de l'amener en fait au pôle Nord quand Annika a eu 14 ans et Jess 12 ans. Ils ont traversé une petite île, Bylot, quand ils ont eu 11 et 12 ans aussi. Ils ont fait un tour du monde avec moi quand ils ont fini l'école et puis ils ont pris une année un peu sabbatique pour venir avec moi sur mon bateau et puis on a fait l'Australie-Japon et puis ça veut dire que j'ai essayé d'intégrer en fait Annika et Jessica de ma vie d'explorateur, qu'ils comprenaient un tout petit peu ce que je vis et pourquoi en fait je voulais être à l'extérieur et pas vraiment à la maison. Et puis, c'est sûr que après le décès de Cathy, cette dynamique a un tout petit peu changé et Annika et Jessica a pris un rôle plus dans l'administration de ce que je faisais et dans tout ce qui était média, tout ce qui était sponsor, des contrats. Mais ils arrêtaient un tout petit peu de faire des exploits à l'extérieur. Et c'était justement là où, après la décès de Cathy, on a décidé pas de rester à la maison et de pleurer, d'être triste, mais de s'évader et de retrouver la beauté de ce qu'on a eu avec leur maman et puis ma femme. Et c'était justement là où on a dit, mais pourquoi pas aller avec les 4x4 depuis la Suisse jusqu'au Pakistan et puis après marcher pendant une période de 8 jours sur les glaciers jusqu'au camp base du K2, que vous comprenez un tout petit peu pourquoi je veux me retrouver ici, dans un endroit qui est tellement magnifique, tellement unique et où je me ressource. Et puis, c'était justement là où tout de suite, ils se sont dit, oui, écoute, pour nous, ça va être une expérience, mais aussi, ça va guérir, en fait, cette manque qu'ils ont eu dans leur vie après le décès de Cathy. Et puis, il faut remplir les trous, en fait, dans notre vie. Et dès qu'on remplit des trous, c'est là où on accepte ce qui se passait dans les passés. Et puis c'était justement là où avec Annika et Jace, on a parti et puis on a poussé les limites. On a marché jusqu'à on était fatigué. On dormait mais froid dans les tentes. On adaptait à l'altitude. Et puis en travers de toutes ces expériences vécues, ça soudait notre famille. Et cette soudage de famille, quand tu perds quelqu'un qui était tellement important comme Cathy, était vraiment important pour nous d'accepter qu'on doit continuer de vivre et puis que aujourd'hui on doit dire merci de tout ce qu'on a eu avant et puis on doit pas regretter ce qu'on n'a pas eu. Super message. Super message. Et écoute, c'est très intéressant ce que tu dis, tu vois, sur l'objectif qui était pour toi que Annika et Jessica comprennent comment tu te sentais dans ces environnements. Parce que justement, Jessica, ce qu'elle expliquait sur l'épisode, c'est qu'un matin au camp de base du K2, en sortant de la tente, elle t'a vu, tu étais en train de regarder le sommet. Et elle expliquait dans l'épisode que c'est à ce moment-là qu'elle a compris ce que tu disais quand tu dis que tu te sens vivant dans ces environnements. Et donc, moi, c'est un peu ce que je voulais te demander, tu vois, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que tu retrouves dans ces environnements très préservés, un peu lointains, mystérieux, etc., qui fait que tu te sens 100% vivant plutôt que dans ton canapé à la maison? Tu peux seulement avoir ce sentiment d'être 100% vivement en vie quand tu sors de ta zone de confort un tout petit peu. Et puis, je peux pas dire tu dois prendre des risques,
Je dis seulement que tu dois sortir de ce que tu fais habituellement et que tu contrôles. Et tu vas un peu dans l'inconnu. Et puis, d'y aller dans l'inconnu, c'est pas toujours d'être dans un milieu qui est contrôlé et qui est géré avec un planning précis. De sortir de ta zone de confort, ça veut dire que tu dois avoir des émotions différentes. Des émotions comme on a la peur, comme on a un doute, comme on est un peu perdu, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. On marche là où on n'a jamais marché. Et dès que tu sors de cette zone de confort émotionnellement ou psychologiquement et physiquement, c'est là où tu connectes à toi-même et tes instants de survie. Et puis, on oublie que souvent qu'on doit presque faire des choses qu'on n'aime pas faire dans la vie pour retrouver qui on est. On peut pas seulement faire des choses qui nous plaisent parce que c'est là où je me ressource. C'est là où je deviens plus riche parce que je suis fragile et je suis dans un milieu inconnu et c'est éventuellement dangereux et c'est peur est omniprésent. C'est là où, en fait, tu peux ressourcer tous ces doutes que tu as avec la nature. Et tu peux vraiment voir que si les gens sont pas à l'aise, en fait, dans leur esprit, qu'ils peuvent jamais se mettre dans cette situation-là. Ça me fait penser, tu vois, cette notion de peur. Sur le podcast, j'ai eu la chance de recevoir plusieurs membres des forces spéciales françaises, des commandos marines en l'occurrence. Et je sais que tu es passé par l'armée toi aussi, très jeune en plus. Il me semble que tu n'avais même pas 18 ans quand tu es rentré dans les forces spéciales sud-africaines. Tu dirais que cette expérience, où je pense que tu as dû vraiment sortir de ta zone de confort, qu'est-ce qu'elle t'a apporté pour tout ce qui concerne justement maîtriser ses peurs, accepter ses doutes et affronter l'inconnu? En fait, moi je pense que la plus grande atout ou la plus grande valeur que je retrouvais, c'était de savoir que je dois compter sur mes propres sources. Je peux demander à personne dans un moment dangereux de m'aider si leur vie est aussi un danger. Je dois m'aider moi-même. Et ça, c'est vrai. On oublie des fois que, en fait, dans les situations qui est dangereuses et dans les situations où notre vie, on peut perdre notre vie ou notre vie est un peu fragile, c'est que chacun de nous va essayer de se sauver lui-même. Et puis, quand il a la capacité de sauver lui-même, il va essayer de sauver les autres. Mais les autres qui fait partie de sa famille, où il a une connexion d'amour et tout ça. Et puis, à 18 ans et à 19 ans, j'ai vu la différence entre la vie et la mort. Et puis, je l'acceptais aussi. Parce que dès qu'on part pour faire quelque chose par obligation et on n'a pas un choix, soit on peut révolter ou soit on peut accepter. Mais les moments que tu acceptes, c'est les moments où ça va mieux passer. Parce que tu acceptes là où tu es et quand tu acceptes où tu es, tu vas tout faire pour que toi-même, tu peux t'en sortir dans les meilleures conditions. Et puis, c'est justement là où j'ai pris d'avoir un mental en croyant que en face de moi, j'ai quelqu'un. Mais si moi, je suis un tout petit peu plus fort que lui, je veux survivre. Et puis, c'est pas un Dieu qui est en face de moi. C'est pas une énorme montagne que je peux pas gravir. C'est quelqu'un comme moi. Et puis, si je fais un tout petit peu plus, c'est là où je peux rester vivant. Et puis, c'était ça à la base de ce que j'ai appris qui m'a aidé de surpasser mes expéditions dans le futur. Je dis pas que la guerre est bon. Je dis pas qu'on a gagné la guerre.
Tout le monde perd la guerre. Mais moi, je m'enrichissais avec la savoir-faire et la connaissance de la vie, mais la vraie vie, très jeune. Pour en revenir, tu vois, à cette notion de doute, de peur, est-ce qu'il y a, donc t'expliquais que voilà, ça t'a appris, cette expérience à apprivoiser tout ça, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des expéditions ou des défis que t'as pas encore réalisés, que t'as imaginé mais que t'as pas encore réalisé parce que le facteur peur ou doute est trop important? La peur, il existe pas vraiment dans la phase de planification, parce que c'est pas du vécu. Même si tu veux faire quelque chose qui a jamais été fait par avant, l'idée te faire peur, mais t'as pas la même peur quand tu es sur la glace et la glace casse et tu tombes dans l'eau. Ça, c'est un peur qui est ressenti par tes sens, par les sens de, ouais, il fait froid dans l'eau. Ah, là, je suis mouillé. Oh merde, là, maintenant, je m'en sors pas. Ça, c'est différent que la peur qu'on vit quand on planifie, quand on planifie ce qu'on veut faire. Ça veut dire que dans la phase de planification d'une expédition, tu as plutôt une question qui sort souvent, et ces questions, c'est est-ce que je suis vraiment capable de le faire? Et puis, ça, c'est une question qui est posée, mais que tu te poses à toi-même. Et c'est posé dans la calme. C'est posé avec une réflexion. C'est posé avec, ces questions est posée quand on est dans un confort. Et là, en fait, tu engages tous les aspects psychologiques. Quand tu te poses, si tu vas rester vivant quand un ours attaque, tu commences à imaginer ce qui se passe quand un ours attaque. Et là, tu as peur. Là, tu vois en fait tes émotions. Qu'est-ce que je dois faire pour éliminer ces peurs et de réagir, mais constructivement? Et c'est justement là où on commence de gérer la peur qu'on retrouve après un réel sur la glace. Ça veut dire que quand les gens parlent de la préparation mentale, ça c'est en fait la process que je suis. C'est un planifier mes expéditions. Je me mets psychologiquement dans une situation où je ressentis les mêmes sensations que je veux ressentir en réel. Alors, tu nous parles de planification d'expédition. Annika m'avait dit qu'on pouvait en parler, donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui arrive? Ben, écoute, là, c'est sûr que avec notre situation géopolitique, avec tu vois, on parle d'inflation, on fait la grève. Moi, je préfère pas de vivre dans ce monde aujourd'hui. Je suis mieux toute seule en fait sur la glace quelque part. Je suis peut-être mieux avec ma vie en danger à 7000 mètres dans les Himalayas. Et c'est justement là où je me retrouve, où je suis bien. Et puis, Annika et Jessica et moi, on se mit autour d'une table en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire dans la future? Est-ce que l'exploration, c'est fini pour quelqu'un comme moi qui arrive à 57 ans? Non, l'exploration, c'est pas fini quand tu arrives à 57 ans. C'est là où ça commence vraiment, quoi. C'est là où on a encore beaucoup d'énergie et on peut encore vivre comme on a vécu à 35 ans, mais peut-être pas à la même vitesse. Ça veut dire qu'on doit prendre un tout petit peu plus de temps. Et là, je pars pour une expédition qui s'appelle en anglais What's Left. La traduction, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est ce qui reste encore. Ce qui reste à faire pour moi, une exploration, ce qui reste encore aujourd'hui que j'ai vu il y a 30 ans, où on peut faire les comparaisons en réel sur des changements qu'on a vus en fait sur nos terres, et en fait ce qui reste encore de la beauté de notre planète,
qui donne l'espoir pour les jeunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui est angoissé parce qu'on pense que notre planète est foutue. On pense que c'est fini, que les problèmes de sécheresse, de feu qu'on a, de inondations avec beaucoup trop de pluie et tout ça, ça devient presque un problème trop grand à gérer pour la génération à venir. Ça veut dire que ils sont un peu angoissés. Et à travers de cette expédition, je veux donner l'espoir aux jeunes de dire que si on décarbonise un tout petit peu, si on vit de une manière un tout petit peu plus durable, on peut avoir l'espoir. Et puis, il faut plutôt travailler sur l'espoir que de travailler sur une idée que tout est foutu et fini. Tout n'est pas foutu et fini. Et c'est justement là où, au mois de mars, fin mars, avril, on part pour cette expédition qui va durer presque 4 ans autour du monde, où je vais aller visiter tous les endroits où j'ai été, faire encore des expéditions au nord de Groenland, dans l'Amazone, à 8000 mètres, en Antarctique, en Patagonie, et tout ça, parce que accumulé, j'ai eu tellement d'expérience aujourd'hui que ça doit me servir à quelque chose. Et si ça peut m'aider de communiquer un message très positif qui donne l'espoir aux jeunes, c'est justement là où, en fait, ma mission comme un aventurier ou comme un explorateur est accomplie dans une vie. Et puis, comme on a seulement 30 000 jours à vivre dans une vie jusqu'à 82 ans, pour moi, il reste encore 10 000 jours et puis j'aimerais bien faire encore quelque chose. Excellent. Le K2, c'est toujours sur ta liste? Ça restera sur ma liste. Hein. C'est toujours, c'est toujours un petit épine que je retrouve de mes pieds. Puis c'est sûr que il faut y aller, mais ça a tellement changé aussi maintenant. En fait, autour de 8000 mètres, toutes les expéditions commerciales, les gens qui payent énormément d'argent, qui mettent les cordes fixes, qui prennent l'oxygène. Je dis, c'est super qu'ils font ça parce que les gens sortent de chez eux et puis ils se retrouvent en fait dans la montagne. Mais ça rentre en fait la manière que nous on grimpe sans oxygène extrêmement dangereuse parce que il y a trop de gens et en fait quand je parle il y a trop de gens c'est normalement sur Everest hein, c'est pas vraiment il y a pas énormément de gens sur K2 mais en fait quand t'as un problème et tu peux plus rester vivant parce que tu as passé trop de temps sans oxygène à 8000 mètres et tu es prise dans un bouchon, tu t'en sors pas. Et il faut aujourd'hui regarder peut-être les autres faces à grimper, les autres routes à établir. Et puis, c'est sûr que les K2, de faire une autre route qu'on n'a jamais fait par avant, pour moi, c'est vraiment la manière de le faire. Excellent. Ouais, c'est vrai que ça me fait penser, tu vois, j'ai vu il y a pas longtemps 14 Peaks de Nims. Ouais. Et forcément, il y a cette photo qu'il a prise pas très loin du sommet où on voit une file. Il doit y avoir, je sais pas, peut-être 60, 70 personnes sur la photo. Ouais, facilement, ouais. C'est vrai que ça fait se poser des questions sur déjà l'aspect sécurité, l'aspect commercial. J'imagine que toi, tu as dû voir ça changer, pas seulement sur le K2, mais peut-être un peu partout dans l'univers des expéditions. Est-ce que tu dirais qu'il y a de plus en plus d'aventuriers, d'explorateurs qui font des choses qui avant étaient peut-être très osées ou inaccessibles? C'est sûr qu'en fait, quand on parle de la commercialisation des exploits, quand tu gagnes correctement ta vie et tu peux payer 50 000 francs suisses pour grimper Everest ou même il y a des gens qui payent jusqu'à 1 million pour le faire.
faut assurer que les gens peuvent presque arriver au sommet. Et pour assurer que des gens peuvent arriver au sommet, il faut amener beaucoup de porteurs, des Sherpas, mettre les cordes fixes, amener beaucoup plus de tentes et un certain luxe qu'avant il n'y avait pas en fait dans cet milieu de la montagne. Même il y a 10 ans, 5 ans, c'était encore bien acceptable et propre dans les camps de base. On était peut-être 13 ou 20 au camp de base de K2. Aujourd'hui, on doit avoir une centaine peut-être au camp de base des K2, mais tu as peut-être 8000 à Everest. Ça veut dire que 8000, c'est beaucoup trop. Et puis, quand tu vas amener un certain luxe, et il y a la télé, il y a le cinéma, il y a tout ça, tu ramènes ce que les villes t'offrent au camp base de Everest où on doit retrouver quelque chose d'autre. Si tu veux regarder la télé, tu as meilleur temps de rester à la maison en regardant la télé parce que l'impact environnemental, il est nettement moins que d'amener avec un hélico, des télévisions, des fours et tout ça, des lits au camp base de Everest. Et ça a changé. Mais je pense que ça donnait aussi du travail aux Népalais qui n'a pas gagné beaucoup d'argent. Et puis, en même temps, ça fait développer l'aventure et ça devient beaucoup plus accessible pour les gens d'arriver. Mais là, maintenant, ça fait en sorte que dès qu'il y a un problème, il y a un grand problème. Et c'est quand même la nature qui gère. Et c'est pas tout le temps toi qui gères. C'est pour ça, on va voir dans la future, peut-être de plus en plus d'accidents, mais où on va avoir beaucoup plus de gens qui meurent qu'avant. Parce que quand il y avait avant 10 personnes qui grimpent, aujourd'hui, il y a 10 000. Et puis, quand tu prends des chiffres, c'est sûr que si tu perds 10%, et de 10%, tu as 100 personnes qui peuvent mourir. Et puis, c'est justement là où, en fait, ça attire la presse. Et quand la presse parle de ça, ça devient excitant pour les gens de dire « Ah ouais, je veux faire quelque chose où il y a un risque ». Ils vont là-bas et puis après, c'est sûr que ça attire encore de plus en plus de gens. Juste avant qu'on enregistre, Annika te l'a mentionné, cet été, j'ai fait une grosse course, la PTL, un 300 km. Et avant de partir, ça me faisait un peu peur, cette course. J'avais jamais fait un ultra trail comme ça. Et avant de partir, j'ai lu un livre que je pense que tu connais, qui s'appelle Endurance. En français, c'est l'Odyssée de l'endurance. L'expédition de Shackleton. Et ça, en fait, ça me fait penser à ça par rapport à ce que tu expliques sur le confort. Parce que j'avais lu ce livre en me disant... tout le monde me dit que c'est le récit d'une aventure extraordinaire, très difficile. Et donc, ça me permettra de relativiser, tu vois, pendant la PTL, sur le fait que c'est juste une épreuve de 6-7 jours. C'est quoi, toi, ta vision quand tu vois les expéditions, justement, aujourd'hui? Et ce que Shackleton et son équipage, je crois qu'il était 27, ont fait en 1915, où ils ont passé des mois sur la banquise avec des chaussons en peau de phoque, à manger juste de la viande et à s'orienter avec une carte et une boussole. Ce qui est complètement hallucinant aujourd'hui. Loïc, c'est ça qui me faisait rêver, en fait, indirectement, quand j'étais beaucoup plus jeune. Et puis, c'est ça qui me fait rêver aujourd'hui, toujours, parce que, en fait, à l'époque, quand Shackleton, Scott, Edmundson, Nansen, Stanley, tous les grands explorateurs, Vasco de Gama, Bartholomew Diaz, les gars, Paul-Émile Victor, et tout ça, et ils faisaient à l'époque, tu vois, on était pas aussi sûr qu'on va rentrer. Et puis, tu es sûr que tu partes, mais tu es pas sûr que tu rentres. Et quand tu prends Shackleton et puis tu dis que Shackleton, il a fait une petite annonce dans les journaux quand il a cherché des gens pour aller avec lui. Et puis il a dit que je cherche des gens qui
peux rester loin de la maison pour très longtemps. Je cherche des gens qui peuvent résister aux conditions extrêmes froides. Je cherche des gens qui veulent travailler pour rien, pas pour l'argent. Et la dernière truc qu'il a écrit, il a dit, je cherche des gens qui savent que de retourner, peut-être c'est pas possible. Et près de mourir. Wow, Ça, incroyable. Ouais. chaque fois quand je parte en faisant mes expéditions, je parte et je sais que je vais avoir froid. Je gagne pas bien ma vie en faisant des expéditions. C'est après quand j'écris un livre ou je fais des conférences que je peux gagner un tout petit peu d'argent. Mais je suis pas payé pour faire les expéditions. Après, je sais aussi que je vais rester très longtemps loin de ma famille. Et il y a un prix à payer. Et puis en même temps, je sais que des retours n'est pas certain. Mais aujourd'hui, ce qui change un tout petit peu dans l'approche des gens, c'est que des gens veulent gagner de l'argent. Ils veulent pas avoir froid et ils veulent rester en contact avec leur famille tout le temps et ils veulent être assurés qu'ils peuvent rentrer. Mais c'est aussi la modernisation qui nous permet de demander ça. Et il faut aussi l'accepter. Ça veut dire qu'il y a la place pour tout le monde aujourd'hui. Super. Écoute, Mike, on surveille l'heure. Je vois qu'on arrive déjà au bout. Peut-être toute dernière question pour toi. Tu vois, on parlait du monde des expéditions, du fait qu'il y a de plus en plus de gens qui sortent de chez eux, des défis qui sont très médiatisés, populaires, comme l'Everest, par exemple. Est-ce que toi, tu as en tête des choses qui ont encore jamais été faites, tu vois, que ce soit dans le monde de l'aventure ou pas, comme par exemple le marathon sous les 2 heures, qui te semblent être les prochains défis que l'homme arrivera à battre? Mais écoute, l'homme n'arrête pas de progresser. Et puis, dans ce qui est expédition polaire, tu vois, j'ai traversé les pôles sud dans la partie des plus larges. J'ai traversé les pôles nord en 2019 avec Borghi du côté Alaska jusqu'à Svalbard. Ça, c'était des grands défis qui restaient à faire dans les régions polaires. Ça veut dire qu'en fait, j'ai descendu l'Amazone à la nage, j'ai traversé l'Amazone à pied, et j'ai fait 27 tours du monde en voilier. Ça veut dire que j'ai vu la planète, j'étais un privilégié de voir la planète comme très peu de gens ont vu la planète. Et pour moi, le défi aujourd'hui, ça a changé un peu la direction. Et je veux plus faire des expéditions pour aller voir comment est la jungle au milieu où personne n'a jamais été. Parce que j'ai vu ça. Et là, c'est plutôt comment on va faire pour conserver notre planète pour la future. Ça veut dire que mon terrain de jeu, qui est notre planète, je veux préserver. Je veux diminuer les émissions carbone. Et j'ai commencé une start-up en hydrogène qu'aujourd'hui peut devenir plus grand que Tesla, où on va changer la mobilité dans le futur. Et ça, c'est dans 18 mois. On a commencé un petit programme de recherche sur une pile à combustible qu'aujourd'hui, on dit pile à combustible en hydrogène qui est des plus performantes qu'on trouve au monde. Et on va commencer de changer des camions, des bus, des trains, des voitures, des pelleteuses, comment on génère l'énergie. Et puis aujourd'hui, on peut utiliser de l'eau comme source d'énergie et plus des fuels avec une telle émission de carbone qu'en fait, on détruit notre planète. Ça, c'est une de notre missions. La deuxième mission que j'ai aussi, c'est de donner une opportunité aux jeunes de participer sur des projets qu'on peut réaliser pour conserver notre planète. Et puis, on a commencé un projet qui s'appelle Pangaea X.
Et c'est un projet qui a eu beaucoup de succès l'année passée et qu'on va continuer cette année. Et puis après, il faut que je travaille avec les grands joueurs des industriels, l'industrie qui va essayer de diminuer leurs émissions de carbone et où ils sont un peu perdus parce que ils savent qu'ils doivent continuer de faire leur commerce parce qu'il y a 60 000 personnes engagées et il peut pas juste changer un jour à l'autre. Ça veut dire que il faut l'aider dans la transition des choses. Et puis, c'est là où on se retrouve aussi en présent. Et puis, après, il faut que moi, je continue de faire mes petites expéditions parce que c'est ça qui m'inspire, c'est ça qui me ressource. Ouais. Et en même temps, ouvrir, en fait, l'expédition à la génération plus jeune qui peut aussi venir voir un peu comme j'ai amené Annika et Jessica au K2, au pôle Nord, en Groenland, dans l'Amazone, autour du monde en bateau. Que aussi la génération qui peut pas le faire aujourd'hui peut avoir l'accès à ce que je fais. Et c'est ça, en fait, le but de notre expédition What's Left. De vraiment voir comment notre planète a changé, comment on doit faire pour le conserver et inspirer la jeunesse qui doit prendre la relais. Génial. Génial. Écoute, super. What's Left. J'imagine que vous allez avoir un site ou un compte où on peut suivre l'expédition. Exactement. Ça veut dire qu'en fait, on travaille toujours sur notre réseau de communication qui est naturellement en fait notre site, des podcasts. Annika est en train de préparer une série de documentaires et que on veut. Si des gens pensent que la Web 3 et puis tout ce qui est métaverse va exister, on doit être présent là, dans cette métaverse où des gens peuvent voyager depuis chez eux avec moi dans les conditions qui est inconnues et qui le font peur. Avec moi, que je peux l'accompagner dans la métaverse où il peut aussi avoir une idée comment c'est vraiment sur les terrains. Et puis après, c'est sûr que d'amener aussi la jeunesse avec moi qui veut vraiment faire un change dans la manière qu'on conserve notre planète, on va ouvrir les portes pour ça aussi. Ça veut dire que ça, c'est la dernière grande expédition. Et puis, quand je rentre, je dois avoir plus que 60 ans. Et puis après, on va encore inventer quelque chose d'autre. Mais écoute, un grand merci Mike. C'était génial de pouvoir échanger avec toi. Excellente conférence. Et puis, très bonne préparation pour What's Left alors. Merci beaucoup Loïc. Avec plaisir. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode dans son intégralité. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que ce que j'en ai eu à l'enregistrer. Si vous avez des feedbacks, vous pouvez me contacter sur le compte Instagram du podcast, lesfrappés.podcast ou par email à hello@lesfrappés.com. Je fais mon maximum pour que vous viviez de super expériences audio avec mes invités. Chaque épisode demande beaucoup de temps et d'énergie. Si vous appréciez mon travail, la meilleure façon de me soutenir, c'est de partager cet épisode à au moins 3 personnes qui aiment se dépasser. Si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast ou Spotify, prenez quelques secondes de votre temps maintenant pour m'y laisser une note 5 étoiles et un commentaire. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine pour un nouvel invité.